Je ne pensais pas que le jour du mariage de mon fils deviendrait le moment où toute ma vie, soigneusement cachée pendant des décennies, commencerait à se fissurer. La cérémonie avait lieu dans une splendide propriété viticole en Bourgogne, le genre d'endroit où le moindre détail semble sorti d'un magazine. Je m'étais préparée avec simplicité, comme toujours. Une robe bleu marine droite, des perles discrètes et un châle léger pour affronter la brise du vignoble. Je voulais passer inaperçu. Je comptais sur cela, même. Quand je suis arrivée, Carla, ma nouvelle belle-fille, m'a accueillie avec son sourire poli, celui qui n'atteint jamais vraiment ses yeux. Elle a glissé sa main dans mon bras, mais son geste était aussi froid qu'un courant d'air. « Béatrice, venez, je vais vous présenter à ma famille. Ils sont très particuliers. Très particuliers. » Je savais ce que cela voulait dire dans sa bouche. Trop raffiné pour moi. Trop habitué aux codes sociaux, aux soirées de gala, aux conversations brillantes où je ne serais qu'un décor de fond. Elle m'a conduite vers ses parents, Henri et Marcel Vassaux, une famille connue pour ses entreprises, son élégance et son arrogance bien maîtrisées. Et là, devant eux, Carla a lancé d'une voix douce, mais assez forte pour que plusieurs invités entendent « Voici Béatrice, la mère de Lucas. Elle n'a pas vraiment nos habitudes, mais nous ferons avec. » Puis elle a ri, un petit rire sec, presque élégant, mais venimeux. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas dans ma nature de me défendre par impulsion. Je laisse les gens s'exposer eux-mêmes. Marcel m'a salué d'un regard qui m'a évalué des pieds à la tête. Henri, en revanche, a d'abord esquissé un sourire de courtoisie avant de me fixer vraiment. Ses yeux se sont plissés, puis ont brusquement cessé de cligner. Il est devenu pâle comme un linge. « Attendez », murmura-t-il, tellement bas que seul le groupe le plus proche pouvait l'entendre. « Je vous connais, non? Vous êtes... » Il a dégluti. « Ce n'est pas possible. Vous êtes la femme qui a racheté le groupe Vassaux il y a environ 3 ans, n'est-ce pas? L'investisseuse silencieuse. » Le silence autour de nous s'est refermé comme un étau. Carla a froncé les sourcils, incompréhensive. Marcel s'est crispé sur son bracelet comme si elle se raccrochait à un repère tangible. Je me suis contentée de sourire. « Monsieur Vassaux, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis simplement la mère de Lucas, rien de plus. » Il savait que je mentais. Je le savais aussi. Cette réunion, 3 ans plus tôt, avait été courte, précise, chirurgicale. Je n'avais prononcé que 3 phrases, mais il m'avait observé, et les hommes qui ont tout perdu reconnaissent toujours ceux qui ont été témoins de leur chute. Carla semblait vaciller entre l'agacement et la curiosité. « Papa, enfin, qu'est-ce que vous racontez ?» Henri n'a pas répondu. Il ne me quittait pas des yeux, comme s'il voyait un fantôme revenu régler ses comptes. Je me suis éloignée avant que la situation ne s'envenime, prétextant aller saluer d'autres invités. Derrière moi, j'ai senti la confusion, les chuchotements, les regards en coin. Mon secret, que j'avais protégé pendant environ 20 années, venait d'être ébranlé en un battement de cils. Plus tard, quand le repas a commencé et que les invités riaient autour des tables illuminées par des guirlandes dorées, je me suis isolée un instant près des vignes pour reprendre mon souffle. Le vent frais transportait des odeurs de terre humide et de raisins mûrs. J'aurais voulu savourer ce moment, mais une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Quelqu'un vient de soulever le voile, et ce quelqu'un est le père de ma belle-fille. Je savais que rien ne resterait tranquille après cela. Ma vie discrète, construite avec discipline et silence, venait de dériver dangereusement vers la lumière. Et maintenant, que devais-je faire? Continuer à mentir? Assumer enfin? Prévenir Lucas avant que la vérité ne lui explose au visage? Je ne le savais pas encore. Mais je sentais que tout allait changer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 3 jours après le mariage, alors que je tentais de reprendre une routine normale, on a frappé à ma porte à 7 heures du matin. Quand j'ai ouvert, Lucas se tenait là, les épaules tombantes et les yeux creusés, comme s'il n'avait pas dormi depuis la cérémonie. Sans attendre que je l'invite, il est entré et a commencé à marcher dans mon petit appartement de Lyon comme un lion en cage. « Maman,
Il faut que tu me dises ce qui s'est passé avec le père de Carla. Il parle de toi comme si tu étais quelqu'un d'autre, comme si tu avais un rôle dans ses affaires. Ce n'est pas normal. Je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer du café, non pas pour éviter sa question, mais pour gagner quelques secondes de calme. Il tremblait presque. Je savais que ce moment finirait par arriver, mais je l'avais imaginé autrement. Peut-être moins brutal, peut-être avec un peu plus de tendresse. La vie ne choisit jamais le bon moment. « Lucas, assieds-toi », ai-je dit en posant 2 tasses sur la table. Il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées, pas parce que je voulais te mentir, mais parce que ton père et moi avions pris une décision ensemble. Il a relevé la tête, méfiant. Quelle décision? J'ai inspiré profondément. Quand ton père a développé son système de gestion d'énergie, il a vendu la technologie à une grande entreprise allemande. Nous avons reçu beaucoup plus d'argent que ce que nous avons laissé croire. Ensuite, nous avons investi. Lentement, méthodiquement. Année après année, cela a grandi. Beaucoup. Lucas a pâli. Combien? Je n'ai pas pu donner de chiffres. Pas encore. Assez pour rendre des gens nerveux. Assez pour racheter des entreprises mal gérées, comme celle de Henri Vassaux. Il a écarquillé les yeux. Donc il disait la vérité. Tu étais vraiment là. Ce n'était pas un hasard. Je n'ai pas répondu. Parfois, le silence vaut plus qu'un aveu. Aussitôt, son téléphone a vibré. Le nom de Carla est apparu sur l'écran. Il a décroché et j'ai vu son visage se tendre au fur et à mesure qu'elle parlait. Oui, je suis avec elle. Oui. Aujourd'hui, au restaurant La Terrasse des Quais? D'accord, nous serons là. Quand il a raccroché, il semblait encore plus perdu. Carla veut que nous déjeunions ensemble. Elle dit qu'il y a des sujets familiaux importants à régler. Je n'ai pas été surprise. C'était typique d'elle. Quand elle sentait une opportunité, elle fonçait. Quelques heures plus tard, nous étions assis dans un restaurant chic au bord du Rhône. Carla avait choisi une table isolée, comme si nous allions signer un traité diplomatique. Elle nous a accueillis avec un sourire parfait, trop parfait pour être sincère. Béatrice, Lucas, merci d'être venus. J'ai pensé qu'il était temps que nous parlions franchement. Il y a eu des révélations au mariage, et papa m'a confié des choses troublantes. Elle a versé du vin dans 3 verres, très lentement, comme pour mettre en scène son autorité. Je l'ai laissé faire. Papa m'a dit, reprit-elle, qu'il vous avait reconnu. Il se souvient d'une réunion très importante, il y a environ 3 ans, avec une femme qui lui faisait face sans dire un mot. Une femme qui contrôlait l'acquisition de notre groupe. Une femme qui vous ressemble énormément. Lucas s'est tourné vers moi, inquiet. « Maman ?» Carla a poursuivi sans nous laisser respirer. « Et puis, il y a vos investissements, vos structures, vos choix fiscaux. Vous savez, quand on étudie à la HEC, on apprend à reconnaître certains schémas. Des holdings en cascade, des sociétés écrans au Luxembourg, des transferts silencieux. Tout cela devient intéressant quand on se demande ce que l'autorité des marchés financiers penserait de certaines zones grises. » Elle avait prononcé cette dernière phrase avec une douceur glaciale, une menace élégante, à la française. Lucas a étouffé un juron. « Carla, qu'est-ce que tu insinues exactement ?» Elle a haussé légèrement les épaules. « Rien. Je veux simplement comprendre dans quelle famille je suis entrée, s'il y a des risques, s'il y a des responsabilités cachées ou des avantages. » C'était là, le mot invisible, mais présent, avantage. Je l'ai regardé longuement. « Carla, tu n'es pas venue pour une conversation, tu es venue pour une position, tu veux des informations, tu veux un levier. » Elle n'a pas nié. Elle a seulement soutenu mon regard, calmement, comme une joueuse de cartes qui attend que l'autre se découvre. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans l'ombre, que ma vie discrète était en train de devenir une arme dans les mains d'une jeune femme ambitieuse et dangereusement intelligente, et que si je ne reprenais pas le contrôle, elle le ferait à ma place. Le lendemain du déjeuner avec Carla, je me suis rendue au bureau de Roland Mayer à Paris. Son cabinet se trouvait au sommet d'un immeuble moderne de la Défense, avec des vitres qui reflétaient le ciel gris de fin d'automne. Roland me connaissait depuis plus de 10 années.
Il savait reconnaître, rien qu'à mon regard, quand une situation dépassait le cadre habituel des affaires. « Tu as l'air préoccupée, Béatrice », dit-il dès que je suis entrée dans son bureau. « Préoccupée est un mot faible, Roland. Je crois que Carla tente quelque chose. Et elle n'est pas seule. » Je lui ai raconté chaque détail du déjeuner. La manière dont Carla avait prononcé le nom de l'autorité des marchés financiers avec une précision presque théâtrale. Les insinuations sur mes sociétés, sur mes investissements, sur l'acquisition du groupe Vasso. Roland a écouté sans m'interrompre, les doigts joints sous son menton. Quand j'ai terminé, il a pivoté vers son écran. Je vais vérifier quelque chose. Il a tapé quelques mots, puis d'autres. Je voyais ses sourcils se froncer au fur et à mesure. Voilà ce que je craignais, murmura-t-il. Carla n'a pas simplement menacé au hasard. Elle a réellement engagé le cabinet Montenegre et Associés. Un cabinet agressif, spécialisé dans les litiges familiaux, mêlés aux droits des sociétés. Mon cœur s'est serré. Elle a commencé quand? Il y a environ 1 semaine, juste avant le mariage. Les premières requêtes ont été déposées à l'autorité des marchés financiers il y a seulement 3 jours. Ils examinent toutes tes structures, Béatrice. Les holdings, les sociétés au Luxembourg, les mouvements d'actifs. Même les procurations que nous avons mises en place depuis la première acquisition. Je suis restée silencieuse un moment. Mes structures étaient parfaitement légales, mais complexes. Et lorsqu'une structure est trop complexe, il suffit qu'une personne mal intentionnée la décrive sous un autre angle pour qu'elle paraisse suspecte. « Ce n'est pas tout », reprit Roland en ouvrant un second dossier. « J'ai fait analyser les finances de la famille Vasso. » Je me suis penchée. « Et alors ?» Ils sont au bord de la faillite personnelle. La maison familiale est hypothéquée à environ 4/5 de sa valeur. 3 voitures de luxe financées. Les placements ont presque disparu. Et pour couronner le tout, Henri vit pratiquement du contrat de consultance que ta société lui verse tous les mois. Sans cela, il serait dans une situation catastrophique. Je l'ai laissé terminer sans dire un mot. Le puzzle devenait limpide. Donc, Carla savait. Je dirais même que Carla a anticipé. Elle a ouvert 2 lignes de crédit personnel importantes au cours des 2 derniers mois. Et voici la partie la plus intéressante. Il m'a tendu un dossier plus fin. Ceci provient d'une agence privée. Carla a engagé un enquêteur il y a environ 3 mois, officiellement pour vérifier les antécédents de Lucas. Mais très rapidement, l'enquête s'est concentrée sur toi, sur ton passé, sur les mouvements financiers des 20 dernières années. Je suis restée figée. Elle m'a investiguée avant même le mariage. Oui, ce mariage n'a jamais été un hasard, Béatrice. C'était un calcul. Il est possible qu'elle ait seulement soupçonné que tu étais plus aisée que tu ne le laissais croire. Mais quand son père t'a reconnue, tout a basculé. Elle a dû comprendre qu'elle était tombée sur un trésor. Et maintenant, elle tente de créer un levier juridique. Je me suis levée et ai marché jusqu'à la baie vitrée. En bas, les silhouettes minuscules brillaient sous les réverbères, comme si le monde continuait imperturbable. Moi, en revanche, je sentais la pression monter, comme si j'étais entrée dans une tempête dont je ne voyais pas encore le centre. Roland, si l'autorité des marchés financiers s'en mêle, même si tout est légal, cela peut devenir un cauchemar administratif et médiatique. Et Lucas, s'ils associent son nom au mien, toutes ses réussites professionnelles seront questionnées. Il ne mérite pas cela. Roland s'est approché. Alors, il est temps que tu prennes une décision. Tu ne peux pas laisser Carla diriger la conversation. Tu dois reprendre le contrôle dès maintenant, avant que cette histoire ne prenne une ampleur irréversible. Il avait raison. Je n'avais plus le luxe de la discrétion. Pendant environ 20 années, j'avais construit un empire en silence. Maintenant, une jeune femme avide, intelligente et prête à tout pour sauver la fortune familiale menaçait de tout faire basculer. Je me suis retournée vers Roland, déterminée. Très bien, nous allons organiser une réunion. Une réunion où chacun sera présent. Lucas, Carla, ses parents, leurs avocats, les tiens, les miens. Et je mettrai toutes les cartes sur la table. « Tu es certaine de vouloir cela ?» demanda Roland. « Absolument. » Ma voix était calme, tellement calme que j'ai compris à cet instant précis que quelque chose en moi venait de changer pour de bon.
La salle de réunion que Roland avait réservée à Paris était impressionnante, avec une grande table ovale en bois sombre et une vue dégagée sur la Défense. Je suis arrivée un peu en avance, accompagnée de Roland et de ma fidèle avocate, Thérèse Campeau. Je sentais cette étrange sérénité qui précède les tempêtes que l'on a enfin décidé d'affronter. À 10 heures précises, la porte s'est ouverte. Carla est entrée la première, impeccablement habillée dans un tailleur gris perle. Son allure était celle d'une femme qui vient réclamer quelque chose qu'elle pense lui être dû. Derrière elle, Henri et Marcel Vassot avançaient avec moins d'assurance. Et enfin, leur avocat, Guillaume Montenegre, le fameux spécialiste des litiges complexes, fermait la marche avec son air de prédateur poli. Lucas est arrivé quelques secondes plus tard, seul, visiblement tendu. Son regard a croisé le mien, et j'y ai vu un mélange de colère, de peur et d'espoir. Nous n'avions pas reparlé de tout cela depuis notre café de l'autre jour. Je savais qu'il était en pleine tempête intérieure. Roland a pris la parole pour ouvrir la réunion, mais Carla l'a coupé net. Nous sommes ici parce que ma famille a été trompée. Il y a eu un manque évident de transparence concernant les finances de Béatrice. Et comme nous avons appris certaines choses seulement après le mariage, nous devons clarifier les responsabilités, les risques et les conséquences. Elle parlait comme si elle présidait un conseil d'administration. Henri fixait ses mains, tandis que Marcel tentait de garder une posture digne malgré son malaise évident. Thérèse a souri doucement. Transparence, un mot intéressant, Madame Vassot, surtout venant de quelqu'un qui a engagé une agence d'investigation 3 mois avant le mariage. Le visage de Carla n'a pas bougé, mais un minime tressaillement dans son cou a confirmé ce que je savais déjà. Elle ne s'attendait pas à ce que nous ayons ces informations. Lucas, lui, s'est tourné vers sa femme. « Carla, c'est vrai? Tu as fait enquêter ma famille avant même que nous soyons mariés ?» Elle a pris un air offensé. « C'est une pratique courante dans les familles structurées, Lucas. Avec ton histoire familiale incertaine, il fallait s'assurer que je n'entrais pas dans quelque chose de risqué. » Un silence glacial est tombé. Roland a poussé un dossier vers le centre de la table. Et en parallèle, vous avez engagé le cabinet Montenegre et Associés pour analyser les structures de Madame Ménard, structures que vous n'aviez aucune raison de consulter. Vous avez aussi contacté l'autorité des marchés financiers pour faire des requêtes précises sur des sociétés qui ne vous concernent pas. Montenegre prit la parole avec une voix douce mais tranchante. Madame Vassot agit uniquement par souci de prudence. Il existe des questions potentiellement sensibles concernant les déclarations de bénéficiaires effectifs lors de l'acquisition du groupe Vassot. L'autorité pourrait s'y intéresser. Je l'ai regardé longuement. Vous êtes ici pour menacer en sous-entendant que j'ai commis une irrégularité. Carla s'est redressée. Nous voulons simplement comprendre ce que vous cachez et comment cela peut affecter notre famille. Si vous aviez été honnête dès le début, nous n'en serions pas là. J'ai posé mes mains sur la table, calmement. Très bien. Puisque vous voulez parler honnêteté, parlons honnêteté. J'ai ouvert ma chemise de documents et distribué une feuille à chacun. Voilà ma proposition. 10 millions d'euros versés à Carla Vassot, en échange d'un accord de confidentialité absolue et d'une rupture définitive de tout lien avec moi et avec Lucas. Le choc s'est propagé autour de la table comme une onde. Marcel a porté une main à sa poitrine. Henri a blêmi. Montenegre a relevé un sourcil. Et Carla? Carla a fixé le document avec un mélange de surprise, de désir et de calcul. Lucas s'est levé brusquement. Maman, c'est hors de question, ce n'est pas... Laisse-moi terminer, Lucas. Je me suis tournée vers Henri. Et évidemment, le contrat de consultance que vous avez avec l'une de mes sociétés sera maintenu pour 5 années supplémentaires, à une condition, qu'aucune information ne fuite. Pas un mot, pas un murmure. Sinon tout s'arrête immédiatement. Carla a enfin parlé, d'une voix basse mais vibrante. 10 millions, c'est peu pour acheter un silence aussi lourd. Son avocat l'a touché du coude, paniqué. Carla, cela suffit. Mais elle a continué. Combien proposez-vous exactement, Béatrice, pour que je disparaisse? Lucas a fermé les yeux un instant, comme si un voile venait de tomber devant lui. Quand il les a rouverts, tout avait changé. Carla, je demande le divorce.
Elle s'est figée. « Lucas, tu ne comprends pas ? Je comprends très bien. Je t'ai vu, enfin. Et je refuse de devenir une monnaie d'échange. » Un silence définitif a scellé la pièce, et je savais que plus rien, absolument rien, ne serait comme avant. 1 an avait passé depuis cette réunion qui avait mis fin au mariage de Lucas. Quand je repensais à cette scène, à cette table froide à la Défense et au silence qui avait suivi l'annonce de mon fils, j'avais encore un pincement au cœur. Pas par regret, mais parce que je savais que Lucas avait dû briser une illusion pour retrouver sa liberté. Il avait agi avec courage, et ce courage m'avait obligé, moi aussi, à réévaluer toute ma vie. La première chose que j'ai faite, quelques semaines après le divorce, fut de vendre mon petit appartement de Lyon. Il avait été mon refuge pendant environ 20 années, la façade parfaite d'une femme ordinaire, veuve, prudente et presque invisible. Mais ce rôle ne me convenait plus. J'avais passé trop de temps à me fondre dans les murs. Alors, j'ai acheté une maison spacieuse dans un village calme à une 20aine de minutes de la ville. Un jardin généreux, un bureau lumineux et assez de place pour accueillir Lucas chaque fois qu'il en avait besoin. Rien de tape à l'œil. Simple, élégant, vrai, à mon image. La relation entre Lucas et moi s'était reconstruite lentement, patiemment. Nous avons passé des soirées entières à parler, non pas de chiffres ou d'affaires, mais de nos vies, de nos peurs, de nos maladresses. Il m'avait avoué un soir « J'ai eu l'impression de devoir réapprendre qui tu étais. » Et j'avais répondu « Moi aussi, Lucas, je suis en train de me redécouvrir. » Puis un jour, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Je me souviens encore de son visage, hésitant et rayonnant à la fois. « Elle s'appelle Anna, » me dit-il. « Elle est architecte, spécialisée dans les projets écologiques. » Je me suis déjà méfiée des présentations trop parfaites, mais son regard m'a arrêtée. Ce regard-là n'était pas celui qu'il avait lorsqu'il parlait de Carla. Il n'y avait ni tension ni fierté forcée, seulement une affection douce, simple. Il m'a demandé de la rencontrer quelques semaines plus tard. « Maman, j'aimerais que ce soit un dîner tranquille, juste toi, sans ta puissance, sans mentionner des acquisitions ou des holdings. » Sa demande m'a touchée. C'était sa manière de dire « Présente-toi comme une mère, pas comme un empire. » Et j'ai accepté. Le soir du dîner, j'ai préparé une lasagne de légumes, mon plat préféré lorsque je veux accueillir quelqu'un avec chaleur. J'ai mis une nappe simple, des fleurs fraîches du jardin et un dessert que j'avais appris à faire autrefois avec Arnaud. Quand Anna est entrée, portant un petit pot de plantes grasses comme cadeau, j'ai compris instantanément. Pas parce qu'elle avait l'air modeste, mais parce qu'elle était vraie. Son sourire n'était pas calculé. Ses compliments sur ma maison n'étaient pas des évaluations déguisées. Elle parlait avec passion de son travail, de développement durable, de matériaux locaux, de projets communautaires. Elle avait cette lumière rare, celle de quelqu'un qui construit, pas de quelqu'un qui conquiert. Pendant le repas, pas une seule fois elle n'a abordé le thème de l'argent. Elle ne m'a pas demandé quel était mon métier. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma situation. Elle s'est intéressée à mon jardin, à mes lectures, à mes souvenirs avec Arnaud. C'était la première fois depuis longtemps que je pouvais être simplement Béatrice, sans calcul, sans masque. Les mois suivants, leur relation a fleuri. Et pendant que l'amour de Lucas renaissait, ma vie prenait aussi un nouveau sens. J'avais enfin décidé de sortir de l'ombre. Pas pour me montrer, mais pour agir, pour laisser une trace, pour transformer ce que j'avais construit dans le silence en quelque chose qui pourrait changer d'autres vies. C'est ainsi qu'est née la Fondation Arnaud Ménard, un hommage à l'homme avec qui j'avais tout bâti. La Fondation avait un objectif clair, soutenir de jeunes ingénieurs issus de milieux modestes, ceux qui ont des idées brillantes mais aucun moyen de les réaliser. Nous avons commencé avec 10 projets, puis 20, puis davantage. Des prototypes ont vu le jour, des brevets ont été déposés, des jeunes ont obtenu des diplômes qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir. Le jour du lancement officiel, j'ai fait ma première apparition publique en tant que moi-même. Pas la veuve discrète, pas l'investisseuse fantôme, mais la femme qui avait décidé que sa voix pouvait avoir du poids. Une journaliste m'a demandé pourquoi j'avais choisi de devenir visible après tant d'années d'ombre. J'ai répondu simplement « parce que le silence ne protège plus, mais la lumière peut aider ». Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là,
j'ai trouvé un message de Lucas. « Maman, je suis fière de toi. » Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie exactement à ma place. 5 années ont passé depuis le jour où mon secret a éclaté. Parfois, j'ai l'impression que toute cette période appartient à une autre vie. Ma maison, ma famille, mon travail, tout a changé. Mais moi, au fond, je suis devenue plus entière, plus vraie, plus libre. Lucas et Anna se sont mariés dans mon jardin, sous un ciel d'été doux et lumineux. La cérémonie était simple, sans faste inutile, avec seulement la famille proche et quelques amis. Rien à voir avec le spectacle qu'avait été son premier mariage. Ici, chaque sourire était sincère, chaque étreinte avait du sens. Et lorsque j'ai vu Anna avancer vers Lucas, une main posée sur son ventre arrondi, j'ai senti quelque chose en moi se dénouer. Une nouvelle page s'écrivait, débarrassée des illusions et des manipulations. Quelques mois plus tard est née Sophia, ma première petite fille. Quand je l'ai tenue dans mes bras, minuscule et chaude, j'ai fait une promesse silencieuse. Elle saurait toujours qui je suis. Pas une version arrangée, pas une ombre. Mais sa grand-mère, avec mes forces, mes erreurs, mes victoires et mes choix parfois discutables. Je ne voulais plus jamais protéger par le secret. Je voulais protéger par la vérité. Puis est arrivé Arnaud, le petit frère de Sophia, un enfant calme et observateur, comme son grand-père qu'il n'a jamais connu. Aujourd'hui encore, lorsque je le vois examiner chaque objet avec sérieux, je revois le regard d'Arnaud, mon mari, penché sur ses circuits électroniques, persuadé que chaque problème du monde pouvait trouver une solution élégante. Pendant ce temps, la Fondation Arnaud Ménard grandissait à un rythme que je n'aurais jamais osé rêver. En 5 années, nous avions soutenu plus de 200 jeunes. Certains avaient obtenu des brevets, d'autres avaient fondé leurs propres entreprises, et beaucoup avaient simplement découvert qu'ils avaient le droit de rêver. Je les regardais comme une seconde famille. Une famille que je n'aurais jamais imaginé créer. Un de nos premiers bénéficiaires, un garçon du nord de la France nommé Raphaël, avait mis au point une prothèse à bas coût imprimée en 3 dimensions. Grâce à notre soutien, sa création était maintenant utilisée dans plusieurs hôpitaux publics. Une autre jeune femme, Mariana, originaire d'une petite ville près de Montpellier, avait développé un système d'irrigation permettant d'économiser environ 70% d'eau. Aujourd'hui, son invention transformait des exploitations agricoles entières. Je voyais dans chacun d'eux une lumière que je reconnaissais. La même lumière qui brillait autrefois dans les yeux d'Arnaud lorsqu'il travaillait sur sa technologie. La même lumière qui brillait chez les jeunes qu'il aurait voulu aider. Un soir, alors que je finissais de ranger des dossiers dans mon bureau, Lucas m'a tendu un document. « Maman, nous voulons te montrer quelque chose. » C'était la création officielle de l'Institut Sophia Ménard pour les filles en sciences, une branche dédiée exclusivement au soutien des jeunes filles passionnées de technologie et d'ingénierie. L'Institut compléterait la fondation pour s'assurer que les talents féminins ne soient jamais laissés de côté. « Pourquoi ce nom ?» avais-je demandé, ému. Lucas m'avait répondu avec un sourire. « Parce que c'est toi. Sophia signifie sagesse, et tout cela vient de toi. » En lisant ces mots, j'avais compris que le secret qui avait autrefois menacé de détruire ma famille avait finalement permis de la reconstruire, plus solide et plus lumineuse qu'avant. Aujourd'hui, quand je me promène dans mon jardin pendant que Sophia et Arnaud jouent sous les arbres, je réalise que la véritable richesse n'a jamais été dans les chiffres, ni dans les acquisitions, ni dans les comptes cachés. Elle est dans la liberté, dans la vérité, dans la transmission, dans la capacité de regarder les générations suivantes et de penser « nous leur laissons quelque chose de plus beau que ce que nous avons trouvé ». Et quand la presse me demande si je regrette d'avoir vécu si longtemps dans l'ombre, je réponds toujours la même chose. Le secret m'a protégée. La lumière m'a transformée. Les deux m'ont construite. Je ne sais pas où la vie me mènera encore, mais je sais que je ne marcherai plus jamais derrière un voile. Je marcherai dans la clarté, même imparfaite, même exigeante, parce que c'est là que je peux aider. C'est là que je peux aimer pleinement. Et si Arnaud me voyait aujourd'hui, je suis certaine qu'il sourirait. Peut-être un peu surpris, peut-être un peu fier, mais surtout heureux de savoir que nos choix, même silencieux, avaient finalement conduit à tout cela.
Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.